Le jazz va avoir une évolution qui est très particulière et qui est liée de plusieurs façons à l'histoire générale, à l'histoire politique, à l'histoire économique des États-Unis. On a vu que sa naissance est très influencée par la fin de la guerre de sécession et l'arrivée sur le marché de plusieurs instruments de fanfare militaire. Donc, les suites de la guerre de sécession, les conséquences de la guerre civile américaine vont avoir donné lieu aux circonstances dans lesquelles le jazz va naître. Il va être, pendant les premières années de son histoire, un phénomène très limité géographiquement. Le jazz est au départ la musique de la Nouvelle-Orléans, au point où plusieurs historiens encore aujourd'hui qualifient de style New Orleans, qu'on appelle parfois le Dixieland, c'est-à-dire les premières formes de jazz, le jazz que certains auteurs français ont qualifié de jazz primitif. Évidemment, ça sonne un peu péjoratif, donc c'est un terme qui est un peu délicat à utiliser, mais on le voit quand même encore de temps en temps. Donc c'est ça, le jazz est né à la Nouvelle-Orléans et serait peut-être resté un phénomène extrêmement limité sur le plan géographique si ça n'avait pas été de différents événements géopolitiques. Le premier, c'est la Première Guerre mondiale. L'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, qui fait en sorte que des milliers de soldats vont passer par la Nouvelle-Orléans avant d'être déployés en Europe. La Nouvelle-Orléans, au début du 20e siècle, c'est un des plus importants ports de tout le sud des États-Unis. Évidemment, la Nouvelle-Orléans est située là où le Mississippi se jette dans le golfe du Mexique. Donc, c'est l'entrée du continent américain dans une société dans laquelle la grande majorité des déplacement se fait par bateau. Donc, comme toutes les villes portuaires, la Nouvelle-Orléans est une ville très, très cosmopolite, une ville dans laquelle plusieurs cultures se mélangent. Et la Nouvelle-Orléans est d'autant plus cosmopolite qu'elle a ce passé métissé. Elle était auparavant une colonie française, elle est devenue un État américain. On y trouve des éléments de culture française, de culture anglaise, on y trouve des Noirs qui sont débarqués d'Afrique, il y a peut-être présence de certains éléments de culture amérindienne, il y a énormément de culture latino-américaine parce qu'il y a des gens qui viennent du Mexique, qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent d'Amérique centrale, qui débarquent à la Nouvelle-Orléans. Donc c'est une ville qui est extrêmement métissée sur le plan culturel et qui va donner naissance à une musique qui est extrêmement métissée aussi et qui est le jazz. Donc, les ingrédients de base qui vont donner naissance à ce style musical-là, on peut essentiellement en distinguer quatre principaux. Okay? Il y a une recette, il y a comme quatre ingrédients incontournables dans la genèse du jazz. Premièrement, je commencerai avec les rythmes syncopés du ragtime. Le ragtime est un style musical essentiellement pianistique qui faisait rage à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Alors, le ragtime est un style musical basé sur des rythmes au départ de marches militaires, des rythmes à 2/4, dans lesquels la main gauche du pianiste va souvent faire des figures de type boom-chak, donc avec des fondamentales dans le grave sur les temps et des accords sur les et, boom-clac, boom-clac. J'étais donc en train d'expliquer que le ragtime procède de rythmes en 2/4 qui proviennent des marches militaires. Boum plac, boum plac, boum padadap, boum pom, pom pom pom, etc. Donc c'est de là que va venir ce type d'accompagnement que certains auteurs français appellent la pompe. Boum clac, boum clac, boum clac, avec les fondamentales sur les temps et les accords sur la partie faible, sur le et du temps. Ce qui est particulier au ragtime, c'est le fait que la mélodie va venir se désynchroniser par rapport à l'accompagnement pour souvent accentuer la deuxième et la quatrième double croche. Ta 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 da di da da dam pa da 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 dam pam pam. Donc par-dessus cet accompagnement très régulier à 2/4, la mélodie vient accentuer les doubles croches qui arrivent entre les temps. D'où cette idée de ragged time, de temps déconstruit, de temps dérenché. Rag veut dire guenille, donc c'est un temps qui est justement déconstruit et qui est
extrêmement représentatif donc de cette nouvelle musique de la fin du 19e siècle. On a parfois dit du ragtime qu'il s'agit de la première forme d'africanisation de la musique populaire blanche. Et c'est très brillant comme observation et très défendable comme opinion. Évidemment, dans le ragtime, l'harmonie, les sections, les gammes majeures et mineures, etc., tout le vocabulaire harmonique et mélodique est occidental. C'est une musique tonale. On peut analyser n'importe quelle pièce de ragtime avec des chiffres romains au même titre qu'une symphonie de Beethoven ou de Mozart. Mais ce qu'il y a de très particulier, c'est justement cette désynchronisation des mains et cette accentuation des parties faibles du temps dans la mélodie à la main droite qui vient un peu contredire ce que fait la main gauche, ce qui fait qu'on a deux plages rythmiques, deux organisations du temps différentes et simultanées. On a une espèce de stratification du temps avec un accompagnement qui donne une pulsation stable et une mélodie syncopée par-dessus. Et cette présence d'une mélodie syncopée par-dessus un accompagnement rythmique stable va devenir une des marques de commerce de la musique afro-américaine. Vous pouvez penser à des milliers d'exemples. Le premier qui me vient en tête, c'est Paranoid Android de Radiohead. Remarquez comment la mélodie flotte entre les temps, alors que la section rythmique joue d'une façon très carrée, très à cheval sur la pulsation. Pensez à Eleanor Rigby des Beatles. Da 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 di da da da. Okay? Alors, ce phrasé-là, cette façon de désynchroniser la mélodie par rapport au rythme, c'est typiquement afro-américain et ça remonte au ragtime et à la façon dont les créoles vont décaler la mélodie par rapport à l'accompagnement pour créer justement cette forme de stratification rythmique. Donc voilà, le premier ingrédient dans la genèse du jazz, c'est les rythmes syncopés du ragtime. Le deuxième élément, c'est d'avoir transposé ces rythmes syncopés du ragtime dans une instrumentation de fanfare militaire, en faisant non plus une musique de piano solo, mais une musique de petit ensemble. Très souvent, les rythmes d'accompagnement du ragtime, boom, clac, vont être joués par exemple avec le tuba qui va jouer les notes sur les temps, pop, et le banjo qui va jouer les accords sur les et. Donc on va avoir cette espèce de dialogue entre la basse et les accords, la basse sur les temps, les accords sur les et on va avoir donc le cornet, puis le trombone, puis la clarinette qui vont faire des polyphonies à plus ou moins improvisées et syncopées par-dessus cet accompagnement rythmique très stable. Donc c'est les rythmes du ragtime, mais adaptés à une instrumentation de fanfare militaire. Ça c'est le deuxième ingrédient, les instruments de fanfare. Le troisième ingrédient, c'est la présence de l'improvisation. Donc, une des raisons principales pour lesquelles techniquement le ragtime n'est pas encore tout à fait du jazz, c'est entre autres qu'il n'y a pas d'improvisation dans le ragtime. On peut écouter 52 versions différentes de Maple Leaf Rag de Scott Joplin et essentiellement c'est les mêmes notes au même endroit à chaque fois, comme si on écoutait 52 versions différentes d'une sonate de piano de Mozart, on aurait les mêmes notes au même endroit et ainsi de suite. Donc le jazz sous-entend une certaine forme de spontanéité, de liberté, de réinterprétation perpétuelle de la partition qui est intimement liée à cette pratique de l'improvisation. Donc pour qu'on ait du jazz, il faut qu'il y ait en quelque part une certaine forme d'improvisation. Et le quatrième élément, c'est l'influence du blues. Il n'y aurait pas de jazz s'il n'y avait pas le blues pour l'influencer, au niveau des blue notes, au niveau des timbres rauques, au niveau des gammes blues. Le blues va créer ses propres gammes, dérivées des gammes pentatoniques, qui sont différentes des gammes majeures et mineures diatoniques et qui vont avoir donc une sonorité très particulière. Et très souvent dans le jazz, on va avoir des mélodies qui vont utiliser les notes des gammes blues par-dessus une harmonie qui est fonctionnelle avec 2, 5, 1, sous-dominante, dominante, tonique, etc. Donc cette coexistence de mélodies
plus ou moins modal dérivé des gammes blues, superposé à un accompagnement sur une structure harmonique tonale fonctionnelle, c'est ce qui caractérise essentiellement à la fois le jazz lui-même et aussi le côté très hybride de cette musique-là, dont les origines sont à la fois européennes et africaines. Voilà, donc en résumé, les 4 ingrédients essentiels à la création du jazz ont été d'abord, les rythmes syncopés du ragtime, avec cette pulsation en 2/4 et les mélodies syncopées par-dessus. Deuxièmement, l'instrumentation des fanfares militaires, donc la présence de cornets, par la suite remplacés par des trompettes, clarinettes, trombones, les instruments de percussion, donc la grosse caisse, la caisse claire, les cymbales, le tuba qui va être remplacé par la contrebasse et un instrument harmonique, ou bien le banjo, ou bien la guitare, ou bien le piano. Donc on mélange tout ça et ça donne vraiment l'instrumentation à partir de laquelle est né le jazz lui-même. Troisièmement, l'improvisation, à cause de cet impératif de spontanéité, cette espèce de nécessité d'une expression tout à fait intuitive et directe et spontanée qui crée une grande partie de la particularité du jazz au niveau d'un courant musical spécifique. Donc cette espèce d'impression que le soliste s'adresse à nous, que le soliste est en train de nous parler, qu'il n'est pas en train de réarranger, qu'il n'est pas en train de suivre une recette, qu'il n'est pas en train de jouer des notes qui ont déjà été jouées, mais cette impression extraordinaire d'assister en direct à la composition spontanée de la musique, ça fait partie des plaisirs incontournables de l'écoute de la musique jazz, et donc l'improvisation, c'est absolument essentiel. Et finalement, les influences de blues, la présence de timbres rauques, les blue notes, les mélodies pentatoniques, tous ces éléments dérivés du blues et la forme blues elle-même qui va être utilisée dans un nombre incalculable de pièces de jazz. Donc cet influx majeur d'idées musicales dérivées du blues va contribuer à donner au jazz sa personnalité propre. Voilà. Le contexte de la Nouvelle-Orléans était très particulier. Comme je le disais plus tôt, c'est une ville qui était auparavant une colonie française, donc une ville très très cosmopolite, dans laquelle plusieurs cultures se mélangent, culture française, culture américaine, les blancs, les noirs, les créoles sont très très importants, peut-être certains éléments de culture amérindienne qui vont être présents aussi, beaucoup de présence latino-américaine, des gens qui viennent du Mexique, qui viennent des Caraïbes, qui viennent d'Haïti, qui viennent d'un peu partout, et justement qui transitent par la Nouvelle-Orléans. Donc le visage très très multiple, le visage très cosmopolite de la Nouvelle-Orléans va se refléter à travers sa musique, qui est elle-même une musique avec plusieurs ramifications stylistiques et culturelles d'une grande variété. Voilà. Le jazz serait peut-être resté une musique à diffusion relativement limitée si ça n'avait pas été d'un incident très particulier lié à l'entrée en guerre des États-Unis. On parle ici de la Première Guerre mondiale. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va faire des pressions pour faire fermer les lieux de déperdition morale dans lesquels les soldats risquent de transiter en passant par la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, c'est un port. Comme plusieurs villes portuaires, elle est légendaire pour son quartier des récréations alternatives et lieux de déperdition morale. Donc, le jazz est littéralement la musique qu'on jouait dans les bars, dans les maisons de jeux, dans les bordels de la Nouvelle-Orléans. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est une musique qui a longtemps eu ce stigmate de musique justement de quartiers malfamés, puis de musique de déperdition morale et ainsi de suite. Donc, quand le gouvernement va vouloir faire fermer le quartier chaud, le Red Light District de la Nouvelle-Orléans, ce qui va se passer, c'est que des centaines de musiciens de jazz vont se retrouver au chômage. Et donc, ils devront se trouver d'autres options d'emploi. Plusieurs vont se faire engager sur les steamers, les bateaux à vapeur, les bateaux à roues à aubes qui naviguent tout le long du Mississippi. Donc, ces bateaux-là engagent des musiciens, surtout évidemment les bateaux qui transportent des passagers, parce qu'il faut divertir
divertir les passagers, les voyages sont assez longs. Et donc, plusieurs de ces musiciens-là vont essaimer tout le long du Mississippi alors qu'ils travaillent sur les bateaux à vapeur. Plusieurs vont se fixer dans différentes villes en cours de route, mais beaucoup vont également remonter vers les villes du Nord qui sont rendues dans les années 20, là où il y a beaucoup d'emplois. On est à l'époque de la Prohibition, on est à l'époque d'Al Capone, c'est l'époque où Chicago est une ville florissante et il y a une immense demande pour cette musique exotique qui vient du Sud. Et donc plusieurs musiciens de jazz vont aller se fixer à Chicago, à New York et dans les grandes villes du Nord-Est américain. Il va y avoir au même moment une espèce de mutation stylistique. À mesure que les musiciens de la Nouvelle-Orléans vont se fixer ailleurs et vont commencer à enregistrer cette musique-là, la musique elle-même va changer un petit peu. La première manifestation de ce changement-là va être observable, entre autres, avec les enregistrements qu'a effectué Louis Armstrong dans la deuxième moitié des années 20. Et on voit que la polyphonie spontanée, l'improvisation collective qui caractérisait le style New Orleans va peu à peu laisser place à une musique dans laquelle les solos sont pris en alternance. Et il y a un soliste à la fois accompagné par la section rythmique. Donc déjà, il y a une espèce de mise en ordre de la musique qui va s'effectuer. À la joyeuse anarchie des débuts et du style New Orleans va correspondre un côté plus organisé, plus méthodique, et vraiment un art de un soliste à la fois qui va déjà caractériser ce qu'on a appelé le style Chicago, qui va se développer dans la deuxième moitié des années 20. Quand on arrive à la fin des années 20 et au début des années 30, on voit un nouveau changement, notamment dû à la popularité du jazz à New York et au développement d'orchestres de plus en plus volumineux, de plus en plus gros. Il va y avoir à New York l'orchestre de Fletcher Henderson, qui va être très très influent, parce que Fletcher Henderson commence à concevoir la musique non pas comme étant le résultat de lignes instrumentales individuelles, mais plutôt de sections d'instruments. On va commencer à parler peu à peu d'une section de trompette, d'une section de bois ou d'anche, le reed section, qui contient essentiellement les clarinettes et les saxophones, éventuellement une section de trombone, plus une section rythmique constituée de piano, basse, batterie. Donc, on va parler à ce moment-là de musique swing, on va parler d'un nouveau style qui va prendre son envol dans les années 30 et qui est donc justement caractérisé par cette musique qui est beaucoup plus basée sur des arrangements. Parce qu'évidemment, quand on a des sections d'instruments, on va avoir des mélodies qui sont harmonisées et il va y avoir beaucoup plus de lignes écrites. Alors que dans les années 20, plusieurs musiciens jouaient à l'oreille et plusieurs savaient à peine lire la musique. Dans les années 30, ça va devenir de plus en plus important d'être capable de lire la musique pour être capable donc de jouer dans ces gros orchestres de musique de danse, les big bands, qui vont caractériser donc le style swing. Les trois noms à associer au style swing, les trois noms incontournables, sont ceux de Duke Ellington, de Count Basie et de Benny Goodman. Donc, oui, le mot swing, une petite parenthèse sur le mot swing parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Au départ, le mot swing fait référence au caractère dansant de la musique, à l'espèce de propulsion rythmique qui s'en dégage et à sa capacité à nous inciter à participer physiquement dans la musique, à claquer des doigts, à taper des mains, à danser, à taper du pied, etc. Donc quand on dit d'une pièce que ça swing, ou un batteur qui a un bon swing, etc., c'est justement une référence à cette propulsion rythmique qui est inhérente à la musique elle-même. Par ailleurs, le mot swing peut également faire référence à une façon de jouer les croches. Si on joue les croches en subdivisant les temps de façon 2 tiers, 1 tiers, plutôt que moitié-moitié, et surtout en accentuant la croche qui arrive sur la partie faible du temps, on se trouve à jouer ce qu'on appelle des croches swing. C'est un thème de Duke Ellington. C'est des croches swing. Donc on accentue la croche sur le et 2, et 3, et 4, et 1.
Et le temps fort lui-même n'est pas vraiment accentué. C'est le temps où l'harmonie va changer, c'est le temps où les nouvelles sections vont arriver, mais dans le phrasé mélodique lui-même et dans l'articulation de la musique, les croches sur les « et » sont plus importantes, sont plus mises en évidence que les croches qui arrivent sur le temps. Donc ça, c'est le deuxième sens du mot swing, les croches swing. Par ailleurs, le mot swing fait également référence à un style et une période dans l'histoire du jazz. En gros, on pourrait dire la quinzaine d'années qui va du début des années 30 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc du grand crash boursier de 1929 à la fin de la Deuxième Guerre, c'est l'âge d'or de ce qu'on va appeler le swing craze, donc la folie du swing, la période des grands orchestres de danse. Et stylistiquement, il y a certains éléments spécifiques à rattacher à cette période du swing. Premièrement, bien sûr, les gros orchestres, la naissance d'un jazz orchestral, d'une musique conçue en termes de sections d'instruments plutôt que de lignes individuelles, mais également des changements plus subtils au niveau de la pulsation, de l'utilisation du rythme. On va voir une espèce de mutation graduelle d'une pulsation à 2/4 qui était typique des marches militaires puis du ragtime, bou-plac, 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 vers une pulsation à 4 temps, ding, dun, 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 badi, da, da, dum, etc. Il y a un bassiste qui est important dans ce passage-là, c'était le bassiste de l'orchestre de Count Basie, il s'appelait Walter Page. Walter Page, pour faire une longue histoire courte, on peut l'associer au fond à l'inventeur du walking bass. Généralement, à cause des origines de 2/4, de ragtime, etc., les bassistes jouaient en blanche, jouaient sur le premier temps puis le troisième dans une mesure à 4 temps, et Walter Page va commencer à jouer sur tous les temps. Et ça va donner beaucoup plus de propulsion, beaucoup plus de swing, beaucoup plus de fluidité, parce qu'au lieu d'avoir une espèce d'alternance, un peu comme un moteur, boum, clac, boum, clac, on a que boum, 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 badoum, boum, 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 etc. Donc il y a plus de propulsion, il y a plus de swing, la musique va avoir plus d'élan. Et voilà, donc c'est comme ça que va se développer ce concept de walking bass qui, curieusement, ressemble beaucoup à ce qu'on faisait 200 ans plus tôt avec la basse continue de la musique baroque. Quand on regarde des transcriptions, il y a des lignes de walking bass qui pourraient être des lignes de basse continue de baroque, tellement l'idée est similaire. C'est l'idée d'avoir une ligne de basse en valeur continue, en valeur ininterrompue, et qui vont se trouver à suggérer les changements harmoniques. On va souvent faire arriver la nouvelle fondamentale sur le premier temps et à la mesure suivante, la nouvelle fondamentale du nouvel accord sur le premier temps. Et la science et l'art du walking bass ou de la basse continue, ça va être de trouver les bonnes figures pour connecter les nouvelles fondamentales de l'une à l'autre en nous donnant l'impression de suivre le mouvement harmonique, de comprendre les modulations et ainsi de suite. Donc l'idée derrière la basse continue et le walking bass est sensiblement la même. C'est justement d'accompagner la mélodie à travers une pulsation qui est très stable. On a parfois comparé le walking bass au battement de cœur du groupe parce que c'est cette espèce de pulsation très très régulière qui donne l'assise rythmique sur laquelle tout le reste de l'édifice va s'élaborer. Donc, walking bass, c'est un des éléments dont l'usage va se généraliser dans les années 30 et qui constitue un des éléments constitutifs du swing. L'autre chose qui est importante, ben justement, c'est la généralisation de l'utilisation des croches swing, alors que le ragtime avait un swing plus carré, plus basé sur croche pointée double, plus 3/4, 1/4. Dans les années 30, ce phrasé-là va s'assouplir et devenir plutôt de l'ordre du 2/3, 1/3. Donc les croches swing, le walking bass, le 2/4 qui devient du 4/4, ce sont les raisons pour lesquelles le rythme du jazz swing n'est pas le même que celui du ragtime ou du style New Orleans. Donc il y a un glissement, il y a une mutation au niveau de la conception rythmique qui est en train de s'effectuer. En même temps, dans les années 30,
il y a une très grande tradition de compositeurs américains, new-yorkais principalement, qui vont écrire pour Broadway, qui vont écrire des chansons pour les musicals, pour les spectacles de théâtre musical présentés sur Broadway. Et plusieurs de ces chansons-là vont être les pièces de musique populaire des années 30 et vont donc être reprises par les musiciens de jazz qui vont souvent s'en servir comme tremplin, comme plateforme pour leurs improvisations. Donc ces chansons-là sont généralement connues globalement sous le nom de Great American Songbook. Et pour les musiciens de jazz, beaucoup des chansons qui figurent dans ce Great American Songbook constituent ce qu'on appelle des standards, c'est-à-dire des pièces classiques, des pièces que la grande majorité des musiciens connaissent et qui peuvent interpréter ensemble spontanément lors de jam sessions, de séances d'improvisation. C'est l'espèce de vocabulaire commun à tous les musiciens de jazz. Donc, peut-être le plus connu de ces compositeurs-là est Gershwin. On a déjà parlé de Gershwin dans un contexte plus classique, entre guillemets. On a parlé peut-être de Rhapsody in Blue, et on sait que Rhapsody in Blue, c'est une des plus intéressantes tentatives de vouloir concilier la tradition européenne du concerto avec les couleurs de la musique afro-américaine, avec les cuivres qui ont des sourdines, avec des blue notes, avec l'harmonie jazzy, etc., etc. Donc Gershwin était un compositeur un peu amphibie, si vous voulez, avec des antennes et des racines à la fois du côté de la musique classique européenne, mais aussi beaucoup du côté de la musique jazz, du côté du théâtre musical, du côté de la comédie musicale. Et la comédie musicale est en soi un genre hybride, avec des influences afro-américaines, mais aussi avec des influences d'opéra européen. Donc, de là va naître ce Great American Songbook, cette collection de chansons qui vont beaucoup nourrir le répertoire des musiciens de jazz. Une des chansons les plus connues au point où elle va devenir carrément une forme, c'est la chanson I Got Rhythm de Gershwin qui va donner naissance à une forme qu'on appelle le Rhythm Change. Alors le Rhythm Change, c'est une forme spécifique, c'est 32 mesures, c'est AABA, c'est des progressions d'accords qui font 1, 6, 2, 5, etc. Et donc cette forme-là est dérivée de la chanson I Got Rhythm de Gershwin et va donner son nom à cette forme qu'on appelle le Rhythm Change. Voilà, donc vous combinez tout ça et vous avez une bonne idée de ce qui se passe dans les années 30. Les grands orchestres de danse, le phrasé plus souple, la pulsation à 4/4, le walking bass, les pièces beaucoup inspirées du répertoire de comédie musicale, le Great American Songbook, les standards, qui vont devenir les plateformes sur lesquelles les musiciens vont improviser les solos. Et en même temps, donc, ça vous donne cette musique qui est particulière à au moins deux autres égards. D'une part, c'est une musique à la fois d'écoute et de danse. Ça vaut la peine de souligner ça en lien avec le swing. À partir des années 50, le jazz va vraiment perdre cette vocation d'accompagner les danseurs. Le jazz va devenir une musique simplement d'écoute. Mais dans les années 30 et début 40, il y avait encore ce double rôle, à la fois d'une musique pour écouter, mais aussi d'une musique sur laquelle on peut danser. Et pendant une bonne partie de sa carrière, Duke Ellington avait autant de contrats de musique de danse que de contrats de spectacle assis. Et par ailleurs, ce qui est intéressant également du swing, c'est le caractère universel de cette musique-là, qui s'adresse autant aux spécialistes les plus avertis qu'au grand public. La musique de Duke Ellington est une musique sur laquelle encore aujourd'hui il s'écrit des thèses de doctorat en musicologie, mais également c'était à l'époque la musique sur laquelle les gens allaient danser le samedi soir. Donc c'est une musique qui réussit cet exploit rare et notable de s'adresser absolument à tout le monde, autant aux amateurs les plus avertis qu'aux gens qui ont très peu de connaissances en musique et qui veulent simplement passer un bon moment et se divertir. Voilà. Donc, ça, c'est le swing dans les années 30. Retenez les noms de Duke Ellington, de Count Basie, de Benny Goodman, et retenez cette idée d'une conception très orchestrale de la musique.
Par la suite, à partir du milieu des années 40, avec l'arrivée de ce qu'on va appeler le bebop, le jazz va entrer dans une nouvelle phase de son évolution. Le bebop tourne le dos un peu à ce côté plus accessible et grand public de la musique. Le bebop est une musique volontairement difficile d'accès dans la mesure où elle ne cherche pas nécessairement à plaire, elle ne cherche pas nécessairement à faire un consensus, à être accessible. Au contraire, les musiciens de bebop avaient plus ou moins consciemment l'impression que le jazz était devenu une musique peut-être galvaudée, trop commerciale. Et ils aspiraient à donner au jazz un côté un peu plus spéculatif, un côté plus basé sur la recherche, sur l'originalité, sur la mise en place d'une démarche personnelle d'improvisation des musiciens. Donc les musiciens associés au jazz moderne, au bebop, les musiciens comme Charlie Parker, comme Dizzy Gillespie, comme Thelonious Monk, comme Charles Mingus, etc., n'avaient pas comme souci principal de plaire à un large public. Il faisait une musique qui procédait d'une nécessité intérieure. Parker entendait certaines lignes, entendait une certaine façon d'extrapoler des lignes mélodiques à partir d'une progression harmonique préétablie et savait que si lui n'explorait pas cette dimension de la musique, personne ne le ferait à sa place. Donc, on s'éloigne un peu à ce moment-là de la conception, de la définition classique de la musique. Peut-être que dans mes cours, je vous ai déjà parlé de cette définition 18e siècle de la musique, mais qui est très importante, c'est la définition classique de la musique, c'est l'art de rendre les sons agréables à l'oreille. Et cette définition-là est intéressante parce qu'elle nous aide à comprendre un petit peu aussi l'espèce de clivage, l'espèce de séparation, l'espèce de chapitre, de page qui va se tourner. Quand on passe du swing au bebop, le swing avait cette vocation d'universalité. Le swing voulait s'adresser à tout le monde, le swing voulait pouvoir être écouté et dansé, le swing pouvait passer à la radio, c'était la musique populaire de son époque. Le bebop n'a pas cette vocation de rendre les sons agréables à l'oreille. Charlie Parker va improviser en disant « Je joue comme ceci parce que j'entends les choses de cette façon-là, et si les gens ne sont pas d'accord ou n'aiment pas ça, ben, ils écouteront d'autres choses, puis c'est tout. » Donc, on voit facilement pourquoi est-ce qu'à partir du bebop, à partir de 1945, on va commencer à parler de jazz moderne. Évidemment, c'est un mot qu'on a déjà rencontré. J'ai déjà fait une autre vidéo musique et modernisme dans lequel je développais beaucoup plus cette idée d'un art moderne, les fondements esthétiques de l'art moderne. Mais c'est intéressant de voir ces mêmes préoccupations-là émerger dans l'histoire du jazz, de la musique afro-américaine. Donc à partir du moment où les musiciens new-yorkais du milieu des années 40 tourne le dos à cette idée de faire une musique accessible, une musique agréable à l'oreille, et cherche plutôt à définir leur propre musique, à créer une musique qui n'a jamais été faite auparavant. Il y a une espèce de changement de paradigme. On n'est plus dans l'ambiance du jazz classique, on est plutôt justement dans l'arrivée d'une conception moderne de l'esthétique, de la recherche, de la création artistique. L'art n'est plus là pour nous faire passer un bon moment ou pour nous divertir, mais l'art devient une façon d'exprimer ce que l'individu a de plus personnel, de plus original, de plus singulier. Et c'est un changement très important dans l'histoire de l'art que ce moment où l'art arrête de chercher à reproduire des formes préexistantes pour au contraire chercher à se démarquer des modèles établis et inventer continuellement des choses nouvelles. L'art devient axé sur la recherche de subjectivité, de liberté et la mise en place de nouveaux procédés expressifs. Donc c'est l'esprit qui va animer les musiciens de bebop. Il y a une volonté plus ou moins consciente, mais généralement assez affirmée, de faire une musique qui définit
les musiciens noirs qui, en réaction à la musique blanche, plusieurs musiciens de jazz de l'époque ont l'impression que les Blancs ont monopolisé le jazz, se sont accaparés le jazz et en ont fait une musique un peu insipide, un peu commerciale et un peu galvaudée. Donc, certains musiciens noirs des années 40 vont chercher volontairement à faire une musique qui est en réaction face à cette prétendue commercialisation du jazz. Donc, le bebop a ceci d'intéressant qu'il fait orienter le jazz vers une nouvelle avenue, qui n'est pas celle du consensus, qui n'est pas celle du divertissement, qui n'est pas celle de rendre les sons agréables à l'oreille et s'adresser à tout le monde, mais qui est au contraire une voie de recherche, une voie de création originale. Je pense toujours, ou souvent quand je pense au modernisme en art, à l'introduction des vieux épisodes de Star Trek dans lesquels on parlait du mission statement de l'Enterprise, les ordres de mission de l'Enterprise, qui étaient to boldly go where no one has gone before. Donc le vaisseau spatial veut bravement aller là où personne n'est allé auparavant. Et au fond, c'est une définition de l'art moderne qui en vaut plusieurs autres. C'est ce que cherche à faire l'art moderne, aller bravement là où personne n'est allé auparavant. Donc, c'est ce que vont faire les musiciens de bebop. À l'époque, ça va donner lieu à de grandes controverses. Je m'amusais encore, il n'y a pas si longtemps, à lire le dictionnaire du jazz de Hugues Panassier, et il nous explique dans ce dictionnaire du jazz pourquoi le bebop n'est pas du jazz. Alors, bien sûr, c'est une opinion aujourd'hui qui est intenable. On ne peut plus dire que le bebop, c'est pas du jazz, mais c'est pour vous dire à quel point le virage esthétique proposé par le bebop va soulever des grandes controverses, surtout en Europe. Et donc, Panassier va dire que le bebop n'est pas du jazz parce que l'esthétique et le phrasé sont différents. Ce que Panassier veut dire, c'est que l'improvisation en bebop n'essaie plus d'imiter les inflexions de la voix humaine, contrairement à ce que faisaient les musiciens de swing. Les musiciens de swing, entre autres avec les sourdines sur les cuivres, etc., avec les blue notes, avec le large vibrato, vont souvent essayer d'imiter les inflexions de la voix humaine, notamment les inflexions du chant blues. Or, évidemment, quand Charlie Parker improvise, il n'essaie pas d'imiter les inflexions de la voix humaine, c'est une musique de pure virtuosité. Et donc, Panassier rattache davantage l'improvisation bebop à la musique moderne européenne ou peut-être romantique. C'est peut-être plus proche de Paganini, puis de Liszt, puis de Rachmaninov, puis ainsi de suite, que justement de la volonté de faire chanter les instruments. Et c'est la raison pour laquelle, pour Hugues Panassier, en fait, une des raisons pour lesquelles le bebop n'est pas du jazz. En fait, le problème de Hugues Panassier, c'est qu'il confond jazz et swing. Une fois qu'on comprend que ce qu'il veut dire, c'est pas que le bebop est pas du jazz, mais il veut dire que le bebop est pas du swing, ben au fond, ça devient d'une grande évidence. C'est clair que le bebop est pas du swing, puis effectivement, c'est quelque chose de très différent. Or, pour Panassier, il n'existe pas d'autre jazz que le swing. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, Charlie Parker et Thelonious Monk, ils ne font pas du swing, ils font autre chose. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a vraiment une espèce de virage, il y a vraiment une espèce de démarcation entre le swing et le bebop, entre un jazz de conception plus classique et un jazz qui est carrément un style musical moderne. On ne sera pas surpris d'apprendre que à partir du moment où le jazz effectue ce tournant vers le bebop, il va y avoir beaucoup moins d'enregistrements de pièces vocales. Le bebop est beaucoup basé sur l'expression instrumentale, alors que dans les années 30, il y avait très souvent des chansons qui étaient endisquées et les grands orchestres de swing travaillaient souvent avec une chanteuse, un chanteur et ainsi de suite. D'ailleurs, cette musique des années 30, ce swing avec
chanteur, ce swing vocal, va devenir un des précurseurs directs de la musique des crooners des années 50, de Frank Sinatra et compagnie, etc. Donc, le bebop, le jazz moderne, devient davantage basé sur des recherches instrumentales, des recherches harmoniques, des recherches rythmiques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut faire encore une fois certains liens entre les caractéristiques modernes du bebop et peut-être vous vous rappellerez, mais de la polyphonie du 14e. Au 14e siècle, il y a des compositeurs qui ont développé une nouvelle esthétique qu'ils ont appelée ars nova. En latin, évidemment, ça veut dire art nouveau. Et ce qui est fascinant de l'ars nova, c'est qu'ils utilisaient des valeurs rythmiques très très courtes, ils utilisaient énormément de rythmes syncopés et ils utilisaient des harmonies très dissonantes, entre autres avec les cadences à double sensible et ainsi de suite. Et donc, c'est fascinant de constater à quel point ce qui faisait la modernité de l'ars nova au 14e siècle n'est pas si différent de ce qui fait la modernité du bebop dans les années 1940. Alors, le bebop va prôner des tempos extrêmement rapides, des mélodies très syncopées, très disjointes, très angulaires, et avec l'altération des quintes dans les accords et avec l'utilisation des extensions harmoniques et avec l'utilisation de certaines substitutions harmoniques, on va avoir des harmonies plus tendues et plus dissonantes que ce qui était utilisé dans le swing. Donc, au fond, c'est étonnamment similaire. Les paramètres du modernisme au 14e siècle versus ceux du bebop au milieu du 20e. Mélodie rapide, valeur rythmique courte, présence de syncope, présence de dissonance, présence de mélodies disjointes sont à 6 siècles d'intervalle, ce qui va constituer le modernisme. Voilà. Donc oui, ce jazz moderne, ce jazz bebop va revenir en général à des formations plus petites. La formation typique d'un groupe de bebop, c'est le quintet avec trompette, un saxophone, piano, basse, batterie. C'est en partie dû aux conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il est beaucoup plus difficile de maintenir des grosses formations en activité. Il va y avoir une résurgence de musique jouée par des plus petites formations. C'est aussi évidemment lié à l'esthétique bebop elle-même. On n'est plus dans une musique qui valorise les grandes sections orchestrales, les mélodies harmonisées, etc., qui valorise l'écriture. Au contraire, le bebop valorise beaucoup l'expression individuelle, l'improvisation solo avec accompagnement de sections rythmiques. Donc, ça fait beaucoup plus de sens de travailler en formation réduite. Beaucoup considèrent que le bebop est né dans une boîte de nuit de New York qui s'appelle le Minton's Playhouse et dans laquelle justement des musiciens comme Charlie Parker, comme Dizzy Gillespie, comme Thelonious Monk, le batteur Kenny Clarke vont souvent se retrouver au Minton's Playhouse pour des jam sessions qui vont durer jusqu'aux petites heures du matin et des fois plus tard encore. Donc le Minton's Playhouse va devenir une espèce de laboratoire musical dans lequel on va élaborer ce nouveau langage, cette nouvelle révolution, cette nouvelle esthétique du bebop.